C'est un honneur et une immense responsabilité de prendre la parole aujourd'hui. Nous sommes réunis pour un acte qui dépasse le simple protocole. Nous sommes ici pour un acte de foi envers l'avenir d'Haïti. Comme l'a si justement écrit le grand poète haïtien René Philoctète, il nous faut bâtir des cités où l'homme n'aura plus peur de l'homme, mais où l'intelligence sera le pain de chaque jour. Cette conférence nationale représente un momentum historique. L'UNESCO salue cet engagement des plus hautes autorités à considérer l'éducation non comme une variable d'ajustement, mais comme un investissement structurant pour la stabilité et la reconstruction nationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je veux m'adresser directement à la jeunesse haïtienne. Vous traversez des tempêtes que peu de générations ont connues. Pourtant, malgré les crises multidimensionnelles, vous faites preuve d'une créativité et d'une vitalité intellectuelle qui force l'admiration. Votre résilience n'est pas une simple capacité à endurer. C'est une force de transformation que nous avons le devoir d'accompagner. Nous vivons une période où l'urgence sécuritaire et les besoins humanitaires occupent légitimement tous les esprits. Il est compréhensible et même judicieux de vouloir restaurer la paix et de nourrir ceux qui ont faim. Cependant, nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître qu'une paix sans éducation n'est qu'une trêve. L'investissement dans l'éducation, la formation technique, le sport et la culture doit être considéré comme une priorité absolue, au même titre que la sécurité, afin de préparer l'après et ne pas retomber dans la même spirale d'exclusion. Distingués invités, à cet égard, je tiens à remercier et féliciter le ministre de l'Éducation nationale, M. Augustin Antoine, pour ses efforts constants. Monsieur le ministre, votre conviction profonde et votre volonté de bien faire sont le moteur indispensable de cette transformation. Je souhaite également saluer avec force le nouveau leadership de l'Union européenne en Haïti. Son action déterminée dans le domaine de l'éducation témoigne d'une compréhension fine des enjeux. L'Union européenne a su reconnaître en l'UNESCO un partenaire stratégique dont les compétences techniques viennent appuyer cette volonté de refondation impulsée par le ministère. Il est aussi essentiel de préciser que l'action de l'UNESCO en Haïti ne se résume pas qu'au bureau de Port-au-Prince. Lorsque nous nous engageons, c'est tout un réseau mondial d'expertise que nous mobilisons. Si les Nations Unies ont confié à l'UNESCO le mandat de l'éducation dans toutes ses composantes, c'est pour sa force de travail hautement qualifiée. Pour accompagner Haïti, nous activons nos instituts spécialisés. Le Bureau international de l'éducation, BIE, qui apporte son expertise de pointe pour la réforme curriculaire. L'Institut international de planification de l'éducation, qui soutient la structuration stratégique du plan décennal pour l'éducation et la formation. L'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, essentiel pour l'éducation des adultes et les jeunes hors système. Le réseau UNESCO-UNEVOC, qui est notre bras armé pour transformer l'enseignement technique et professionnel. Cette synergie internationale est la garantie que les solutions proposées ici sont nourries des meilleures pratiques mondiales tout en restant ancrées dans la réalité haïtienne. Sous l'impulsion du ministre Antoine, notre bureau continuera de mobiliser tous les acteurs pour garantir un objectif non négociable, l'adéquation réelle entre la formation et l'emploi. Il ne s'agit plus simplement d'éduquer pour diplômer, mais d'éduquer pour intégrer, pour valoriser et pour offrir à chaque jeune haïtien une place digne sur le marché du travail de demain. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres ici présents, votre présence conjointe témoigne de la transversalité de l'éducation. Au ministre de la Planification et des Finances, nous plaidons ensemble pour des données statistiques fiables. Sans le renforcement du SIG, nous ne pouvons planifier ni les infrastructures, ni le recrutement et la solde des enseignants. La donnée est un socle de l'efficacité budgétaire. À Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, l'intégration de l'éducation aux médias et à l'information est désormais un impératif de sécurité nationale
pour lutter dès le plus jeune âge contre la désinformation et le discours de haine. Et enfin, au ministre de l'Intérieur, notre plaidoyer va sur le fait que l'école doit redevenir le centre de gravité de nos territoires, un espace protégé et un levier de développement local. C'est dans cette synergie de l'État que l'innovation prend tout son sens. Distingués invités, l'innovation technologique n'est pas un luxe, c'est une bouée de sauvetage. Pour nos jeunes dans les camps de déplacés, privés de salles de classe, le numérique est le fil d'Ariane qui les relie au savoir. Nous devons apporter l'école où l'enfant, là où l'enfant, le jeune et l'adulte non alphabétisé se trouvent. De même, nous ne pouvons laisser pour compte les enfants et les jeunes intégrés de force dans les gangs. Si nous les abandonnons, ils resteront une menace. Si nous leur offrons une formation technique, ils deviendront des bâtisseurs. Offrir un métier, c'est donner le pouvoir de dire non à l'illégalité. Le sport et la culture sont aussi des instruments de rééducation sociale majeurs. Comme le disait l'illustre Mpaté Ba, en Afrique, on dit qu'un jeune a appris à construire une pirogue. Un jeune qui a appris à construire une pirogue n'aura jamais l'idée de la brûler. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour conclure, l'UNESCO recommande l'adoption de l'approche du triple nexus, réconciliant l'urgence, le développement durable et la paix. En soutenant la réforme curriculaire et le pilotage par les données, nous créons un environnement propice à la transformation réelle du pays. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. En Haïti, cette arme est celle de la dignité retrouvée. Travaillons ensemble pour que, selon les mots de la poétesse haïtienne Ida Faubert, nous puissions voir l'aube nouvelle se lever sur les collines de notre espoir. Je vous remercie. Voilà pour les mots de M. Eric Volibi, le représentant de l'UNESCO en Haïti. Et qu'on y a, nous pourrons attendre professeur Pierre Buteau, professeur, historien, ancien ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, président de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, une institution qui va gagner année ça 103 ans depuis l'exister. Donc c'est avec un pile plaisir, avec un pile contentement, nous pourrons attendre, maintenant de nous applaudir, et professeur Pierre Buteau, l'infatigable. C'est pas souvent qu'un ancien ministre se livre à un tel exercice, celui de présenter son parcours, son travail en tant que haut commis de l'État, même occasionnellement, mais je m'empresse de remercier le ministre de l'Éducation nationale d'avoir pensé à moi et de m'avoir fait cet honneur. Au fait, j'ai accédé au ministère et à la suite d'un bouleversement, comme on est confronté aujourd'hui à une situation quasiment identique. Et très vite, j'ai compris que mon travail devait être inscrit dans un esprit de continuité. Et en 1997-98, le ministre Jacques-Édouard Alexis, on sent l'héritage jusqu'à présent, après une mobilisation extrême des savoirs, comme c'est le cas aujourd'hui, et bien finalement, ils ont produit un texte, c'était le Plan national d'éducation et de formation. J'ai suivi ces prescrits, j'ai écouté les cadres qui l'ont produit, et par bonheur, il y a des anciens ministres, et dont M. Paul-Antoine Bien-Aimé, M. Mérizier aussi, qu'on accueillait au bureau du ministre alors, il s'agissait de moi, pour travailler avec les responsables de l'Union européenne. Ça a finalement abouti aux EFACAP, école fondamentale et d'application stratégique pour encadrer, je ne sais pas ce que ça est devenu, je n'ai pas eu le bonheur ni la chance de suivre tout, mais comme je suis enseignant, eh bien j'ai suivi les travaux à travers
les curricula et j'enseigne toujours par bonheur à NS4 l'histoire et je constate que le nouveau secondaire a eu un impact bienfaisant dans la mesure où, à mon humble lieu disciplinaire, l'histoire, j'ai pu constater que les jeunes têtes étaient beaucoup plus proches, et le contenu du programme était beaucoup plus proche de leur classe d'âge. On pouvait parler de Vincent, l'un des présidents les plus cultivés de l'histoire de ce pays, et on pouvait parler d'Estimé, et jusqu'à ma gloire, Duvalier, bien entendu. Je me permets de saluer les travaux qui vont commencer et je nourris beaucoup d'espoir. Et la situation ne se prête pas aux certitudes. J'ai beaucoup d'espoir, mais davantage d'appréhension. Et certaines me paraissent, à moi en tout cas, assez graves. C'est difficile de développer un projet éducationnel malgré les énormes efforts de l'État. Mais les besoins deviennent de plus en plus énormes. Ce qu'on peut constater, c'est que ce pays est confronté à une crise politique qui dure depuis longtemps. J'ai pu accéder au ministère à la faveur d'une crise politique. Et voilà que je suis ramené à la même situation. Nous sommes engagés dans une crise politique encore plus grave. Ce qui indique que cette crise-là, sa nature mérite d'être questionnée davantage et que les réponses que l'agitation permanente, que l'impatience inspire, c'est des réponses qui doivent être questionnables aussi. Cela vaut pour mes concitoyennes et mes concitoyens et ça vaut aussi pour nos amis de l'international. Pourquoi les hommes disaient un slogan à l'époque de l'entre-deux-guerres, pourquoi les hommes se livrent-ils à des pratiques si contraires à leurs intérêts? J'ai l'impression, à nous regarder ces cas, et je ne suis pas sûr que les travaux qui vont démarrer, en principe, je crois qu'ils vont démentir ce constat à caractère philosophique. C'est ma première appréhension. Cette crise dure depuis 40 ans. Elle peut encore durer parce qu'il y a des pays plus costauds que nous qui ont été confrontés à ce même genre de crise. Quand les pratiques politiques ne sont pas disciplinées, ne sont pas inscrites dans un cadre formel et n'obéissent pas aux traditions, aux coutumes, eh bien, elles s'aggravent davantage et c'est notre cas. Enfin, ma deuxième appréhension, et je m'adresse surtout au haut cadre du ministère et aux responsables de l'État, il y a la publication d'un recensement, mais modélisé, que l'Institut des statistiques avait publié durant l'année 2025, voilà quelques mois déjà. Et j'ai eu quelques effrois. Et je ne sais pas si les responsables ou encore les gens qui se livrent à la politique avec raison et tout à leur honneur ont tenu compte de ça. La population, les résultats ont donné les chiffres suivants. Les chiffres ne mentent pas, mais ils ne sont que des illustrations. Notre population est de 11,8 millions d'habitants. Dans vos travaux, est-ce qu'on tiendra compte de ça? Je ne sais pas. Ce n'est pas des conseils, mais l'expression de multiples appréhensions. Et de ces 11,8, pour la première fois, et c'est inédit, c'est pourquoi c'est la première fois, dans l'histoire de notre pays, la population urbaine dépasse de loin cette population du monde rural qui a pendant longtemps nourri notre pays, produit ses richesses essentielles à sa survie, à son maintien. Cela veut dire que 74% de la population haïtienne ces 74% sont logés dans l'espace urbain. Ça sous-entend, comme le rappelait
l'ancien président et aussi historien Manika, le président Manika, le professeur Manika, c'est-à-dire que ce pays ne produit plus ou ne produit pas comme il produisait. Enfin, la dernière appréhension peut être capable d'éclairer encore une fois vos travaux, parce que en éducation, en dehors des clichés, être soi et tout, c'est surtout une philosophie, une lumière capable d'éclairer vos axes d'action pour agir sur le système qui a fait beaucoup d'efforts, mais pas assez du fait des impératifs des besoins. Mais vous savez, déjà, Anténor Firmin que vous vénérez, vous avez sans doute raison, écrivait dans les lettres de saint Thomas et questionnait déjà la mentalité haïtienne affectée par une dualité, civilisation latine ou anglo-saxonne. Le troisième premier des Noirs, parce qu'il en était le deuxième, Leslie Maniga, dans son livre La crise contemporaine, qu'on n'a pas assez lu, qu'on n'a pas suffisamment lu, reprenait cette proposition, et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une modernisation désordonnée, davantage influencée par cette civilisation anglo-saxonne qui a apporté énormément à l'humanité, mais qui l'a perturbée aussi. Cette modernisation désordonnée dans laquelle on évolue en est un indice. Je ne vous dirai pas plus, je vous fais grâce des autres appréhensions. Je vous dis merci et merci encore au ministre. Voilà, nous avons salué en pile professeur Pierre Buteau, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui souhaite partager avec nous quelques préoccupations probablement nous sommes capables de verser dans l'échange qui pourra le faire pendant assise Sayo. Kounia, nous pourrons entendre ministre de l'Éducation nationale, la formation professionnelle là, professeur Augustin Antoine. C'est moment parle pour lui capable prendre la parole dans le cadre de cérémonie n'a organisé pour nous capable l'ouvrir, lancer assise Sayo qui concernait refondation système éducatif là dans le pays d'Haïti. Nous avons salué également les élèves du lycée national de Pétionville. Donc, on a les élèves de l'École nationale République du Guatemala, du lycée Joseph Sébenard, et également ceux du lycée national de Pétionville. Je vais vous le demander pour la dernière fois. Nous allons applaudir le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Augustin. C'est le représentant du Premier ministre et son directeur de cabinet, chers collègues ministres de la Tour du ministère de la Culture et de la Communication, messieurs les ex-ministres de l'Éducation nationale, monsieur le secrétaire général de la primature, monsieur le président et les autres membres de l'ANERS, Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et les autres directeurs généraux, FNE, ONAP, INFP, monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, mesdames, messieurs les intellectuels et compatriotes haïtiens venus de la diaspora pour prendre part à ces assises, en particulier, je veux saluer Daline Côtière, Jacques Nézy, et Père Hippolyte et Samuel Bolin qui viennent de France, sont arrivés en Haïti hier, et puis Ingrid Ries venant de la Suisse. Chers compatriotes, je vous remercie de votre présence. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les membres des institutions partenaires,
publics et privés, mesdames, messieurs les membres des partenaires techniques et financiers, je salue notre ami Éric Volibi, le représentant de l'UNESCO, et je le remercie pour son vibrant discours. Je salue la représentante du PAM, l'ambassade de France, de Taïwan et du Brésil. Et, mesdames, messieurs, les représentants des cultes religieux, toutes confessions confondues, mesdames, messieurs, les représentants de la société civile, mesdames, messieurs, les représentants des organisations syndicats d'enseignants, mesdames, messieurs, les acteurs du système éducatif haïtien à tout niveau, honorables invités en vos rangs, grades, titres et qualités, mesdames et messieurs, chers élèves du préscolaire, du fondamental et du secondaire, et bonjour et merci d'être là. C'est avec une gravité, empreinte d'espérance et un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture officielle des assises nationales de la refondation du système éducatif haïtien autour du thème pour une éducation transformatrice. Votre présence massive et diversifiée ici aujourd'hui est en elle-même un message fort. Elle témoigne que, malgré les épreuves, malgré les fractures sociales et politiques, les incertitudes dont l'ex-ministre et historien Pierre Buteau a fait mention, la nation haïtienne sait encore se rassembler lorsque l'avenir de ses enfants est en jeu. Aujourd'hui, c'est toute la vie nationale qui est représentée autour du même credo, d'une même table, autour d'un même enjeu, l'école haïtienne. Monsieur le représentant du Premier ministre, chers collègues ministres ici présents, chers partenaires de la communauté internationale, le contexte dans lequel se tiennent ces assises est marqué par une crise multidimensionnelle profonde. Et là encore, je remercie Pierrot d'en avoir esquissé les grandes lignes et mis en relief les doutes. Le pays est traversé par le doute. Nous doutons. Nous doutons de nous doutons de notre avenir, nous doutons de tout. Et cette crise multidimensionnelle qui fragilise nos institutions, le pays est désinstitutionnalisé, éprouve nos familles et hypothèque l'avenir de notre jeunesse. Et là encore, je suis très heureux que les enfants, l'avenir de ce pays soit présent symboliquement à ces assises. Dans un tel contexte, parler d'éducation n'est ni un luxe, ni un exercice de convenance. C'est un acte de responsabilité historique. L'éducation demeure le socle de la souveraineté nationale, le creuset de la citoyenneté et le principal levier de reconstruction sociale, économique et politique. Lorsqu'un système éducatif vacille, c'est la nation tout entière qui s'effrite avec lui. Le diagnostic qui a été élaboré au ministère collectivement nous impose une lecture lucide et courageuse de la situation. Il révèle que un système éducatif soumis à de fortes pressions structurelles, parce que la crise, soulignons-le, elle est à la fois structurelle, le vieux modèle, le vieux système, la vieille société, et ses rapports, les rapports entre l'État et les citoyens, le rapport entre l'État et la société, les vieux rapports de clivage, ville-campagne, grandes écoles, petites écoles. Donc,
Il révèle un système éducatif soumis à de fortes pressions structurelles, avec 861 812 enfants au préscolaire. Je remercie Nandy pour cette statistique. Plus de 2 645 000 élèves concentrés au niveau de l'enseignement fondamental, contre environ 566 000 au secondaire. Il met également en évidence une réalité particulièrement préoccupante. Près de 400 000 enfants grandissent en marge de l'école. Le problème de l'accès dont a parlé Pompilus dans ses propos, ballotté entre des périodes de scolarisation éphémère et un décrochage souvent définitif. À cela s'ajoutent des parcours scolaires fragilisés, marqués par des taux élevés de redoublement et de décrochage, qui traduisent une inefficience interne persistante et une reproduction des inégalités sociales, parce que l'école peut être aussi le lieu de la sélection sociale et le lieu de la reproduction sociale. À cela s'ajoutent les situations non étudiées des enfants sans père ni mère, soit les parents assassinés, des enfants livrés à eux-mêmes. Mesdames et messieurs, notre diagnostic révèle également une réalité structurelle fondamentale. Près de 80% de l'offre éducative est assurée par le secteur non public, c'est-à-dire les familles. Suivant certaines études, près de 48% des ressources des familles sont allées vers l'éducation, ce qui peut expliquer en gros la précarité dans laquelle tombe une grande partie des familles haïtiennes aujourd'hui. Cette situation limite la capacité de l'État à garantir l'équité, la qualité et la cohérence du système éducatif sur l'ensemble du territoire national. Il ne s'agit pas ici de désigner des responsables, ce n'est pas notre vœu, mais de reconnaître collectivement que le modèle actuel a atteint ses limites historiques. Ce modèle ne peut aller plus loin. Quand je parle de limites historiques, c'est-à-dire je parle d'un horizon indépassable, on ne peut aller plus loin. La refondation du système éducatif haïtien suppose donc une gouvernance renouvelée, fondée sur la régulation, la responsabilité partagée, la transparence et le renforcement du rôle stratégique de l'État éducateur. La dévalorisation progressive de l'enseignement public en Haïti est le produit d'un enchevêtrement de causes structurelles, institutionnelles et sociopolitiques. Elle s'explique notamment par la faiblesse chronique de l'investissement public dans l'éducation. Vous avez entendu que l'État a augmenté le budget de l'éducation. Tout le monde s'est montré content. Non. On a augmenté le budget de l'éducation pour payer le personnel, non pas pour l'école. Je le dis souvent. À quoi ça sert les réformes éducatives si là où se mène l'action éducative, c'est-à-dire la salle de classe, il n'y a pas d'amélioration concrète? Ça ne sert à rien que les partenaires internationaux donnent de l'argent, que le ministère dépense des millions, si la classe, la situation de l'élève n'est pas prise en compte. Et ça, c'est, je veux dire, c'est l'absence de politique publique cohérente et continue de formation et d'évaluation, la précarité des conditions de travail des enseignants et aussi des conditions étudiantes. Certains sont habiles à ne voir que les conditions simples. Il faut voir les conditions étudiantes. Dans quelles conditions les élèves apprennent? S'ils mangent? Est-ce que les classes, est-ce que les professeurs viennent? Est-ce que les classes sont organisées? S'il y a des activités para- et péri-académiques, les conditions enseignantes
Il faut placer l'élève au cœur de tout. C'est l'intérêt général. À cela s'ajoute la dégradation générale de l'environnement socio-économique, l'instabilité politique et l'insécurité. Je n'ai pas besoin d'évoquer les statistiques. L'année dernière, nous avons eu plus d'1 300 000 déplacés internes, des familles qui sont obligées de laisser leur maison, la petite entreprise, leurs affaires propres, l'acte de naissance, tout. Et plus de 360 000 enfants sont ceux qui perturbent les enfants, ceux qui créent des traumas, des crises d'existence. Donc, je dis, et au cœur de ces bouleversements se trouve l'école publique en particulier. Dans ce contexte, l'enseignement public perd progressivement sa crédibilité sociale. Moi-même, j'ai fait toutes mes études primaires à l'époque dans une école nationale dans mon quartier. J'étais la seule qui existait dans mon quartier. J'ai fait mes études secondaires dans le seul lycée qui existait à l'époque, le lycée national Philippe Guerrier. Il n'y avait pas de... Pour 2 départements nord et nord-est, il n'y avait qu'un lycée. Donc, si l'État n'avait pas mis en place pour moi ce lycée, je n'aurais pas été ce que je suis maintenant, ministre de l'Éducation nationale. Voilà pourquoi il faut tout faire pour revaloriser l'enseignement public. La revalorisation de l'enseignement public en Haïti suppose une rupture stratégique fondée sur une vision nationale claire de l'éducation comme bien public, comme bien commun, parce que c'est un levier central de développement. Cette perspective passe par une professionnalisation accrue du corps enseignant, la modernisation des curricula, le renouvellement des méthodes pédagogiques. Par exemple, quand j'étais directeur à l'enseignement secondaire, j'avais déjà commencé à mettre dans les écoles l'approche par compétence. Quand je suis devenu ministre, j'ai trouvé des programmes fondés, basés sur la pédagogie par objectif. Dans certaines écoles, c'est la pédagogie par objectif, dans d'autres, une approche hybride, approche par compétence, pédagogie, ce qui perturbe la performance des élèves. Vous voyez? Donc il faut renouveler les perspectives pédagogiques. Il faut aussi aller vers la mise en place de la filière technologie, sortir de l'enseignement général pour aller vers la filière technologie. Donc, chers amis, cela demande et exige également une meilleure articulation entre l'école, les besoins du pays et les réalités locales. Il s'agit de parler des territoires. L'école se trouve dans les territoires, les collectivités territoriales, les municipalités, afin de restaurer la confiance des familles et de redonner à l'enseignement public sa fonction d'outil d'égalité de chance, de cohésion sociale, de construction de la citoyenneté. Mesdames et messieurs, chers partenaires et participants, chers collègues ministres ici présents, ces assises ne sont ni une formalité institutionnelle, ni une consultation de plus. Il y en a eu tellement. Elles constituent un moment de vérité nationale. Nous sommes réunis non pas pour produire un document de plus, mais pour construire ensemble une vision refondatrice. Refonder, c'est de cela qu'il s'agit. Aller à la base. Voir d'abord le préscolaire, le fondamental, le secondaire, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur. Je salue la présence des membres de la NERS. Oui, il faut aller vers une vision refondatrice, réaliste et ambitieuse de l'école haïtienne. Les débats qui s'ouvrent dans quelques instants devront répondre à des questions essentielles telles que comment garantir le droit effectif à l'éducation pour chaque enfant dans les territoires et dans les circonscriptions?
est-ce que tout le monde peut y aller à l'école? Est-ce que l'État est capable de dire en 2026 tout le monde y à l'école? Comment améliorer durablement la qualité des apprentissages et restaurer la confiance dans l'école? J'ai parlé à l'occasion de l'ouverture des classes cette année de la restauration de l'autorité de l'école. L'école doit être le garant. Quelle que soit la situation, l'école doit fonctionner, les élèves doivent fonctionner. J'ai toujours aimé prendre l'exemple du Japon. À chaque tremblement de terre, la première préoccupation du gouvernement japonais est de s'assurer que les enfants se retournent à l'école. Comment renforcer la formation technique et professionnelle comme voie de dignité, d'insertion et de développement? Comment doter l'État des capacités nécessaires pour piloter, réguler et accompagner le système éducatif? Monsieur le représentant du Premier ministre, son directeur de cabinet, chers collègues ministres, responsables de tout niveau, chers partenaires de la société civile, le gouvernement de la République que dirige M. Alexis Fils-Aimé est pleinement conscient que la refondation du système éducatif ne se décrète pas. Elle exige du temps, de la cohérence, du courage politique et surtout un engagement collectif durable, associant l'État, les collectivités, les partenaires techniques et financiers, les églises, les cultes religieux, dont le vaudou, la société civile, les éducateurs, les familles et les apprenants eux-mêmes, c'est-à-dire les enfants. Je tiens à souligner que cette refondation ne sera ni imposée d'en haut, ni dictée de l'extérieur. Elle sera le fruit d'un dialogue national inclusif. Quand Guy Sage m'a parlé d'un dialogue d'État, une conversation d'État, j'ai trouvé que cette perspective était intéressante. Il faut porter l'État à dialoguer autour de l'éducation. L'éducation, c'est l'enjeu, parce que c'est l'intérêt commun. Il nous faut défendre, non pas les intérêts des groupes et des particuliers, mais l'intérêt collectif. Oui, et cette conférence, ces dialogues, ces assises, c'est, si vous voulez, un échange, une construction par la pensée avec la société haïtienne. En ouvrant ces assises nationales, j'en appelle, chers amis, chers participants, à votre lucidité, à votre sens de responsabilité, mais aussi à votre audace collective. L'histoire jugera notre génération, non pas sur la gravité des crises traversées, mais sur notre capacité à transformer ces crises en opportunités de refondation. Mesdames et messieurs, je vous remercie. J'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de vous demander d'applaudir chaudement le représentant du père. Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le secrétaire général de la primature, Messieurs les anciens ministres de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le secrétaire d'État, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président et membres de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ANES, Messieurs les directeurs généraux,
Mesdames, Messieurs, partenaires techniques et financiers de l'éducation en Haïti, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de l'État, notamment ceux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en cette occasion solennelle des assises de la refondation du système éducatif haïtien, initiative laudative du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le distingué professeur Antoine Augustin, j'éprouve une émotion ineffable de vous porter le message du Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé, qui est retenu ailleurs par d'autres obligations de l'État, l'empêchant ainsi d'être présent parmi vous et qui m'a confié la tâche, dis-je, de vous livrer son message de circonstance. Depuis environ 4 décennies, nous assistons de manière impuissante à la dégénérescence de notre école. Ce cataclysme social qui a opéré à petit feu atteint aujourd'hui son sommet. L'école haïtienne, ce socle de notre société, ce pilier essentiel de notre nation, subit et éprouve des altérations manifestes dont les symptômes ne nous ont pas été tout à fait préoccupants. Il en résulte inéluctablement entrave à la marche du pays vers le développement durable, inefficacité chronique, échec massif des élèves, décrochage scolaire de manière alarmante, structure scolaire défaillante, bref, misère tant morale que physique, jusqu'à nous inoculer même une certaine sécheresse et un rachitisme de la pensée. Somme toute, assorti de la démission ou de l'irresponsabilité des parents et des maîtres, et j'ajouterais de notre démission comme élite qui, puisque nous passons outre de notre vocation, si je dois pas vous dire, le vieil oncle, vous savez bien de qui je parle, on passe. Ce constat combien alarmant nous interpelle à plus de titres. Il nous rappelle que sans une éducation solide et qualifiée, Haïti ne pourra jamais se relever pour sortir des ornières où elle est enlisée. Ce constat nous donne acte de notre état lamentable. Il s'agit en fait d'une sommation de prendre en charge notre école, celle-ci étant la voie royale qui puisse nous permettre de rebâtir le pays en le dotant de ressources qualifiées et compétentes nécessaires à relever les défis auxquels il est confronté, tels le sous-développement,
l'antipatriotisme, l'absence de cohésion sociale, la crise sécuritaire globale qui nous ronge depuis quelques années, l'irrespect des normes et des valeurs qui sont des phares dans toute société, le chômage généralisé, la pauvreté, l'analphabétisme, pour ne citer que ces phénomènes qui globalement bloquent le progrès d'une société. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, cette initiative manifeste sans embâche que vous appréhendez profondément les méandres de notre système éducatif. Fort de ce diagnostic, je réitère l'énorme attention que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé accorde à cette initiative audacieuse que vous avez prise en organisant en ce moment historique de la vie nationale ces échanges sous une thématique expressive et pittoresque pour une éducation transformatrice assise pour la refondation du système éducatif haïtien. En effet, réunir tous les acteurs clés et spécialistes évoluant dans le domaine de l'éducation est un signal fort que la problématique est saisie dans tous ses tenants et aboutissants. En ce sens, l'idée d'aller vers la refondation du système éducatif n'est pas une option. Elle est une impérieuse nécessité nationale. Elle exige de nous tous, femmes et hommes, une vision claire des réformes structurelles de manière d'envergure, une mobilisation collective sans précédent et surtout des ressources. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé réaffirme son engagement ferme et celui de l'État haïtien à œuvrer de manière graduelle mais déterminée en vue d'atteindre l'objectif qui consiste d'allouer 4% du PIB au secteur de l'éducation en Haïti. Ce seuil minimal d'investissement massif est le vrai garant du projet de refondation de notre école. Cette fondation qui consiste à reconstruire des infrastructures scolaires de manière digne et résiliente, former et motiver nos enseignants pour qu'ils soient beaucoup plus qualifiés et compétents, tout en les traitant avec dignité relative au rôle crucial qu'ils remplissent pour le pays. Moderniser les curricula, le ministre de l'Éducation vient d'en parler. C'est crucial, c'est important. On ne peut pas penser à refonder une école, notre école, sans penser à reconcevoir les curricula. Et en remodernisant les curricula, cela nous amène à intégrer le développement durable. Ces curricula doivent être inspirés des besoins du pays, des besoins des Haïtiens, notamment au XXIe siècle, les compétences numériques et l'entrepreneuriat. Lutter contre le décrochage par des programmes inclusifs et équitables, développer des partenariats avec les Haïtiens vivant à l'étranger et les acteurs internationaux en vue d'accélérer les progrès. Mesdames, Messieurs de la société civile, membres de la communauté
scientifiques qui travaillent et effectuent des recherches importantes dans le domaine de l'éducation. Certes, il est évident que l'État doit être le principal catalyseur de ce projet de refondation de notre système éducatif, mais il demeure aussi vrai que l'État ne saurait avoir la prétention de le porter seul. Ce gigantesque projet requiert votre expertise, votre patriotisme, votre passion et votre dévouement. Ce projet requiert votre soutien indéfectible qui s'avère indispensable. À vous toutes et vous tous, professeurs, enseignants, parents, serviteurs de l'État, fonctionnaires, membres de la communauté éducative tout entière, Haïtiens, Haïtiennes, hommes et femmes de mon pays, un vibrant appel vous est lancé. Soyons les architectes d'une Haïti nouvelle, où chaque enfant sera doté d'un savoir émancipateur. Ensemble, transformons l'école haïtienne en un formidable tremplin inclusif de développement du pays. Ensemble, réunissons-nous en faisceau pour bâtir une autre école haïtienne appelée à jouer ce rôle de vecteur de souveraineté et de développement durable. Au nom du chef du gouvernement, M. Alix Didier Fils-Aimé, je déclare ouvertes les assises nationales pour la refondation du système éducatif haïtien qui vont se dérouler autour du thème pour une éducation transformatrice. Je vous en remercie. Applaudissons une fois encore Maître Axel Joseph, le directeur de cabinet du Premier ministre, qui vient de porter la parole du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. La partie officielle, nous remercier tous intervenants. On avait commencé avec le coordonnateur général du comité d'organisation de ces assises, le professeur Guy-Serge Pompilus. Nous avons écouté le représentant de l'UNESCO en Haïti, l'ancien ministre Pierre Buteau. Et nous avons écouté également le ministre de l'Éducation nationale et on vient tout juste d'entendre Maître Axel Joseph, le directeur de cabinet du Premier ministre. Donc, l'ancien ministre Gérard Orselli, qui est ensemble avec nous, ancien doyen de l'INAGI, recteur de l'université de Port-au-Prince, ancien ministre Réginald Paul, qui est ensemble avec nous, le secrétaire général de la nature, Maître Francis Bastien. Nous avons avec nous les directeurs généraux du ministère de l'Éducation nationale, le professeur Yves Roblin, le directeur général de l'ONAPE, du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, l'ancien secrétaire d'État à la formation professionnelle Marinago, et également, elle vient tout juste de se déplacer, mais on avait avec nous la représentante du PAC, l'ambassadeur de France qui est là, l'ambassadeur de Taïwan, et les autres partenaires de la coopération internationale qui sont présents avec nous. Donc, pour tout qui est là, merci en plus parce que nous toutes nous avons des contributions par nous pour nous déclarer réussi le lancement assise nationale. Ça y est, tout partenaire technique, financier, partenaire social, nous lançons avec nous les maisons d'édition, les associations syndicales, associations les élèves qui sont là avec nous. Le ministre général de l'IFP, de la formation professionnelle, nous tous qui là, ils vont là et ensemble, contribuer, réfléchir, commencer à discuter pour comment ça va faire pour l'école, mais à faire sous projection, on va le faire pour la société haïtienne dans
dans 10 ans, dans 20 ans. Merci beaucoup, nous allons observer la pause café et on va revenir dans une trentaine de minutes afin de pouvoir retrouver dans ce que vous avez pour la journée de 16.